Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Bilan des dégâts et désagréments causés par la pluie d'hier. Nous nous rendrons tour à tour à la zone de captage où le bassin a débordé, mais aussi à Diamaguène Sicap Mbao, l'une des localités les plus touchées par ces pluies diluviennes dans la capitale. La percée de Yewwi Askan Wi à Matam, une pilule difficile à avaler pour de nombreux leaders de la région. Souleymane Barkaba, responsable APR, impute la faute à ses pairs qui l'accusent de négligence. Vous l'entendrez dans ce journal. Entrée en lice réussie pour le Sénégal à l'Afrobasket U18 qui se tient présentement à Madagascar. Les Lionceaux se sont imposés face aux Algériens sur le score de 76-59. Et puis, deux invités pour cette édition. Il s'agira tout d'abord de monsieur Abdou Kader Khan, directeur principal des réseaux de Sénélec, et de monsieur Riyad Kawar, écologiste passionné de météo, pour naturellement parler des intempéries et de tous les dégâts collatéraux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec Diamaguène Sicap Mbao, l'une des zones les plus touchées par ces dernières intempéries. 64 quartiers sur 74 sont inondés et malgré les efforts des populations, le problème reste entier. S'y ajoute qu'il n'y a aucune retombée économique du train express régional et de l'autoroute à péage qui traverse la ville, des retombées qui auraient bien pu aider à l'assainissement. Le maire sur place demande l'appui de l'État. Nous écoutons tout de suite Cheikh Aliou Bey, maire de Diamaguène Sicap Mbao. Il est au micro d'Ibrahima Kane. C'est 64 quartiers qui sont sous les eaux, donc on ne peut même pas les lisser. Le désarroi est énorme et que les ouvrages qui ont été entamés dans le cadre de Piquet Irrégulier Sud, aucun des ouvrages n'est terminé. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les eaux pluviales de Diamaguène qui font ces dégâts énormes, qui font que les populations aujourd'hui parfois ne dorment à la belle étoile, n'ont plus de toilettes. Des familles sont presque partagées ou séparées parce qu'on ne peut plus garder les personnes âgées ou les enfants dans certaines maisons parce que sur des rayons de 3 km, il n'y a plus de toilettes qui fonctionnent. Donc c'est très difficile, c'est la dignité humaine qui est touchée dans ces zones. Et à Diamaguène, c'est le terre et l'autoroute à péage qui a été construit à l'intérieur de ce pays et qui ont coupé la commune en deux et qui vraiment impactent le bassin versant qui devait quitter les rails vers la plage à Thiaroye-sur-Mer. Donc ces ouvrages-là aujourd'hui presque piègent l'eau dans certains quartiers et font d'énormes dégâts. Nous demandons à l'État de ne pas politiser cette affaire et de faire de telle sorte que les interventions passent par les communes. Ce journal avec les nombreux désagréments causés par les pluies d'hier. Les quantités enregistrées ont submergé plusieurs quartiers, de nombreuses familles sinistrées. C'est le cas à la zone de captage où le bassin de rétention a débordé. À la cité Bellevue, les habitants s'organisent eux aussi pour sortir des eaux. Et les détails, c'est avec Mambiram Diouf. Des familles qui assistent impuissantes au désastre causé par les pluies tombées ce vendredi sur la capitale Dakar. Ici, à la zone de captage, dans la commune de Grand Yoff, les sinistrés sont dans le désarroi. Plusieurs maisons sont sous les eaux et c'est la faute de l'homme. Ce bassin nous cause d'énormes problèmes. On avait informé les autorités parce qu'il s'était effondré, des pas détruits, mais rien n'a été fait. Imaginez des briques qui étaient rafistolées au bassin, c'est du jamais vu. Il y a plusieurs autorités dans ce quartier. Nous appelons tout le monde à nous soutenir parce que nous sommes trop fatigués. Le bassin qui a débordé a rendu plus difficile la situation, comme en témoigne également ce boutiquier qui a presque tout perdu. La pluie nous a surpris ici. Elle a fait beaucoup de dégâts. On ne peut même pas estimer. Tellement que c'est beaucoup quoi. Nous sommes tellement surpris et nous sommes tellement désolés aussi. On ne sait plus quoi faire. C'est à peu près 5 millions comme ça. Bon, c'est parti en l'air comme ça, oui. Vous avez perdu quel genre de marchandises? Bon, il y a du riz, sucre, du lait, bon, Nescafé, des bagages tellement importants quoi. C'est ça le problème. Oui, toutes les quantités, il y avait tout. Ils ont été nombreux bloqués dans le trafic. Des embouteillages monstres dus en partie aux routes coupées, l'autoroute comme d'autres axes impraticables.
à pied et sur des kilomètres, certains n'ont eu le choix que de marquer le pas pour vaquer à leurs occupations. Ce taximan n'oubliera pas la dure journée qu'il a vécue. J'avais garé ma voiture sur cette place. Comme d'habitude, je l'amène ici, mais avec les pluies, j'ai rencontré énormément de difficultés parce que le bassin a débordé tout simplement. Sous les eaux, dans cet autre quartier, les habitants de la cité Bellevue unissent leurs forces en mission d'extraction de familles submergées par les eaux et de sauver ce qui peut l'être encore. Il y a eu cette forte pluie, le mur a lâché et toutes nos maisons sont inondées. Nos salons étaient à 50 cm, voire 60 cm de niveau d'eau, qui est bien dans les salons. Alors que nos bâtiments ne sont pas bas. Dans la mesure où nos bâtiments ne sont pas bas, s'il y a autant d'eau que ça, alors que nous habitons ici depuis une vingtaine d'années, on n'a jamais eu autant d'eau que ça. Face à l'ampleur des dégâts, la solidarité est de mise et l'État qui a déclenché le plan Orsec pour prendre à bras le corps les opérations est attendu sur plusieurs fronts. Voilà, 131 mm de pluie qui se sont déversés sur Dakar, la capitale et ses environs, et assez pour faire vivre un calvaire aux populations, un véritable calvaire avec de nombreux désagréments, mais aussi des coupures intempestives d'électricité. Pour en parler ce soir, nous recevons Monsieur Abdou Kader Khan, directeur principal des réseaux de Sénélec, mais aussi Monsieur Riyad Kawar, écologiste passionné de météo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, si vous me permettez, je vais commencer tout de suite par Monsieur Kawar. Aujourd'hui, on a observé une accalmie, mais l'ANACIM nous avait prévenu que l'hivernage serait pluvieux. Quand est-ce que les précipitations vont reprendre ? Alors, les précipitations vont reprendre normalement dans quelques minutes même sur Dakar, avec encore une ligne de grains qui a quitté la région de Matam ce matin, qui a traversé les deux régions de Louga et Saint-Louis, les deux régions nord, et qui est en train de bifurquer actuellement même sur le nord de la région de Thiès, qui va entrer aux portes de Dakar aux environs entre 20h30 et 21h, 21h15. Donc ça repart déjà avec encore des précipitations. Alors, on vient de l'entendre dans un reportage, un monsieur débordé par ces inondations qui nous dit qu'il n'y a jamais eu, de sa mémoire en tout cas, il n'y a jamais eu autant d'eau sur Dakar. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a jamais eu autant d'eau sur Dakar ? Non, je ne le confirme pas. En août 2012, on a reçu 156 mm d'eau sur Dakar en l'espace de 2 heures de précipitation seulement. Là, on en a eu 131 en l'espace de 3h30 de précipitation. Donc, on a déjà été habitué à recevoir plus d'eau que ça dans un laps de temps encore plus court. Alors, j'ai lu un de vos posts parce que vous informez souvent sur la météo via les réseaux sociaux et vous dites à propos des inondations d'hier, la situation actuelle est la faute de l'homme, pas de la nature. Oui, c'est la faute de l'homme. La nature était là avant que l'homme soit là, avant que le Seigneur décide de faire descendre Adam et Ève. Il y avait déjà de la nature autour. Il a toujours plu de l'époque des hommes. Et aujourd'hui, oui, c'est la faute des hommes dans le sens où l'urbanisation est galopante dans certaines régions du monde, en l'occurrence ici en Afrique, aussi au Sénégal, à Dakar. Dakar qui est aujourd'hui carrément, on va dire, un pays, plus une capitale. On a 40% de la population qui vit au niveau de la région. On a 60% parfois d'habitants dans une seule journée sur la région de Dakar. Donc oui, c'est la faute de l'homme parce que quand on va s'urbaniser, se sururbaniser, aller jusqu'à récupérer le moindre mètre carré possible pour habiter, aujourd'hui on va, et en ne pensant pas au réseau d'assainissement, on va s'entasser, on va faire disparaître tout ce vivant qu'il y a dans le sol parce qu'aujourd'hui, quand il pleut, où doit aller cette eau normalement? Une partie va dans les fleuves et vers l'océan, une partie rentre dans le sous-sol, une très grande partie d'ailleurs rentre dans le sous-sol. Et qu'est-ce qui fait rentrer cette eau dans le sous-sol? C'est le sol vivant, c'est-à-dire qu'il faut des sols meubles dans lesquels il y a des micro-organismes qui vont vivre entre la surface du sol et le sous-sol, et en l'occurrence, et surtout des forêts et des arbres, surtout des arbres. Aujourd'hui, si on regarde depuis les indépendances, les arbres qu'on a plantés à Dakar, ils ont 60 ans, 70 ans, on voit très peu de jeunes arbres. C'est vrai que c'est nouveau, il y a une nouvelle vision actuellement, c'est encore timide, mais ça commence avec une replantation d'arbres. Mais on a vu que des arbres se faire détruire, mourir aussi naturellement, mais jamais être plantés. Et vous savez, un arbre, quand il est planté,
il ne faut pas le regarder seulement au niveau du sol et plus haut, il faut aussi imaginer sa structure au sous-sol. Il est très ramifié au niveau des racines, et ces racines-là, elles laissent un passage tout de suite entre le sol et les nappes. Et donc quand il pleut, cette eau, autant il peut pleuvoir 200 mm, 300 mm sur une partie forestière, on ne verra pas l'eau ruisseler, on verra l'eau carrément, on ne la verra pas, elle va pénétrer directement. Donc on est en train de tuer la vie du sous-sol sur toute une capitale qui fait des centaines, voire des milliers d'hectares. Et aujourd'hui, c'est une capitale qui ressemble à du béton, qui se surchauffe, qui crée des effets de serre, qui va aussi créer subitement des orages très violents qui peuvent pousser à l'est de la région, parce que justement, il y a des conflits d'air. Donc oui, c'est la faute de l'homme, et c'est aussi la faute de l'homme par l'indiscipline aussi. On était avant 1 million à Dakar, aujourd'hui nous sommes 4 millions je pense, 3 millions et quelques, 4 millions à Dakar, et nous n'avons pas arrêté nos habitudes. Nous avons tous jeté, étant petits, un sachet d'eau, un sachet plastique. La nature pouvait accepter tout ça parce qu'on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, non seulement les espaces verts disparaissent, il y a du goudron partout, mais on continue de jeter tous. Et avec l'exode rural aussi, les gens qui ne comprennent pas un peu comment se gère une ville, eux aussi, ils vont aggraver la situation, en jeter plus. Donc, il n'y a pas de communication, il y a un civisme qui est perdu, qu'il faut rattraper, parce qu'aujourd'hui, un sachet plastique plus un sachet plastique plus un, ça fait 1000, 2000 sachets plastiques dans un quartier. Quand il pleut, il n'y a que du béton, donc cette eau doit rentrer dans les réseaux d'assainissement, et ces réseaux d'assainissement, ils vont s'obstruer de plastique, et bien l'eau ne va plus passer, comme ce qui s'est passé sur la Corniche, dramatiquement par exemple, où on a déploré la perte d'une vie humaine. D'une vie humaine, avec 3 mètres d'eau sur la Corniche, parce que l'eau n'a plus où évacuer. Et aussi, oui, c'est la faute de l'homme, si je peux me permettre encore, par rapport aussi au projet d'urbanisation qu'il y a au niveau de Dakar, si on peut se permettre en tant que citoyen natif de Dakar d'en parler. On avait des zones résidentielles qui sont devenues des zones urbanisées. On peut parler par exemple de Point E. Point E était une zone de villa où chaque villa avait peut-être 4 toilettes, 8 robinets. Aujourd'hui, ces mêmes villas deviennent des immeubles R+4, R+6 avec 40 toilettes et 70 robinets. Donc c'est beaucoup plus d'utilisation qui va dans un système des eaux usées qui n'était pas prévu pour ça, qui était prévu pour des zones résidentielles. Et donc, tout de suite, il y a une saturation, déjà par l'utilisation de l'humain. Et en plus de ça, si on rajoute un peu les pluies et tout ce qui va derrière, c'est encore plus grave. Sans compter l'urbanisation qui va se passer encore à côté et dans les quartiers d'à côté qui vont se connecter au même réseau qui est déjà saturé. Vous avez vu le canal 4 hier, comment il était en train de déborder carrément, parce qu'il n'y a plus, il y a trop de monde sur Dakar, on a mal construit sur Dakar, on a oublié les espaces verts et je pense qu'il faudrait regarder la réalité en face. La nature, elle continuera à faire son travail, qu'il pleuve, il continuera de pleuvoir. C'est comme ça, c'est la vie, on a besoin de ça pour vivre. S'il ne pleut pas, on n'a qu'à aller sur la Lune et vivre là-bas un jour, on verra si on va pouvoir redescendre sur Terre, je ne pense pas. Donc c'est important que la nature continue de faire son travail, mais c'est important de ne pas habiter n'importe comment et d'avoir une vision d'urbanisme. Et c'est important aussi de préserver les quelques forêts qui nous restent à Dakar, comme la forêt de Mbao, comme les quelques forêts de Keur Massar. Keur Massar qui aujourd'hui est une ville qui se sururbanise derrière une forêt qui était, derrière un sol qui était jadis une forêt d'eucalyptus, de Khotouboutel. Et écologiquement, si vous demandez aux écologistes, la force de succion d'eau d'un eucalyptus adulte, ça peut aller jusqu'à 400 litres d'eau par jour, qui peut prendre au niveau de la nappe et les rejeter dans l'air. Donc imaginez le nombre de milliers d'eucalyptus qui ont disparu, c'est le nombre de milliers de pompes naturelles qui ont disparu aussi. La nappe étant juste à côté, il peut pleuvoir même pas 20 mm et ça peut encore déborder. Voilà. Alors, si on vous entend bien, cette déforestation, cette taux d'urbanisation galopante, c'est un laisser-faire. Quand je dis laisser faire, c'est vraiment au niveau des pouvoirs publics avec d'énormes sommes investies, mais toujours dans le béton et rien pour préserver l'environnement. L'heure est vraiment grave. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez essayé d'alerter ? Oui, alors à mon niveau, dans les réseaux, j'essaie d'alerter. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis administrateur d'un groupe qui s'appelle La Météo de Riyad, qui est sur Facebook, où il y a à peu près 60 000 personnes qui sont officiellement là, mais on sait qu'il y en a des centaines de mille qui sont au courant. Donc on essaie de la faire tourner en météo environnementale pour expliquer les causes à effet, les conséquences, essayer d'ouvrir un peu les yeux et espérer, et je sais qu'il y a des autorités aussi qui regardent un peu ce groupe-là, espérer que quelqu'un puisse un jour vouloir écouter, pas seulement moi, mais toute personne de la nation qui a envie d'en parler, qui a envie d'en discuter
et qu'on ne dise pas aujourd'hui c'est pas toi parce que tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, si on est allé à l'école et qu'on a appris les mathématiques, l'anglais, le français, l'histoire-géographie et toutes les autres matières, c'est pour être des hommes complets et qu'on puisse réfléchir tous sur tous les sujets parce qu'on est concernés, on vit dans la même ville, on a les mêmes problématiques. Donc il faudrait, je pense, qu'il y ait des assises qui soient faites sur l'environnement, sur les problématiques dues à l'environnement, que ce soit les sécheresses, que ce soit les pluies. Je pense que c'est l'urgence totale. Monsieur Kawar, merci. Alors, ces pluies diluviennes qui se sont abattues sur Dakar et ses environs, la banlieue, ont eu pour conséquence des coupures intempestives d'électricité depuis hier, des coupures d'ailleurs évoquées. Nous avons fait une édition spéciale hier. Effectivement, nous avons reçu un communiqué de Sénélec qui nous parlait d'une perturbation dans l'alimentation électrique au niveau de certaines zones. Monsieur Kanro, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur principal des réseaux de Sénélec. D'abord, à quoi sont dues ces coupures et surtout, qu'est-ce que Sénélec fait pour un retour à la normale dans les meilleurs délais? Bonsoir. Bonsoir, je salue vos téléspectateurs. Déjà, c'est présenter nos excuses à toute la population, en tout cas, pour ces coupures, pour ces désagréments depuis hier. Aujourd'hui, en fait, cette coupure, elle est due à l'inondation du poste de Han, qui est due un peu à l'eau qui a débordé au niveau de la zone de captage, malheureusement qui a cassé le mur du poste et qui est rentré en fait dans les installations électriques. Ne pouvant pas laisser l'eau et l'électricité, on a été obligé d'arrêter ce poste qui est très important pour Dakar. Ce poste est relayé par des câbles. En fait, il y a des câbles qui quittent ce poste pour alimenter de la clientèle. Aujourd'hui, tous ces câbles sont repris à travers 4 grands postes qui sont de Bel Air, de Université, Aéroport et Mbao, et aussi Cap des Biches. Mais malheureusement aujourd'hui, tous les câbles redondants, il n'y a plus de redondance en fait entre les alimentations. Vous avez un fil conducteur qui quitte un poste, malheureusement qui ne peut pas être secouru de l'autre. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on a une difficulté sur un des câbles, on ne peut pas réalimenter des clients qui se faisaient normalement à partir du poste de Han. Et c'est ce qui crée aujourd'hui quelques coupures. Quelles sont actuellement, à l'heure actuelle, les zones qui souffrent le plus de ces coupures d'électricité? Alors il y a 4 principales zones, c'est Front de Terre, Scat Urbam, Ouest Foire et Yoff, qui sont vraiment affectées depuis hier, qui sont dues à des surcharges sur les câbles d'abord et aussi à des postes inondés. Nous avons malheureusement aussi sur ces fils-là, sur ces câbles, quelques postes inondés qui font qu'on ne peut pas réalimenter les clients correctement. Donc les équipes depuis hier soir, depuis hier nuit sont sur le terrain. Depuis ce matin, elles se déploient sur le terrain et elles essaient avec les moyens du bord vraiment de sortir l'eau, de réparer et de remettre progressivement les clients. Alors si je comprends bien, c'est-à-dire prions Dieu qu'il y ait moins de précipitations parce qu'apparemment il n'y a aucun moyen de prévenir, si je vous entends bien, le problème. Si Dakar continue à subir des inondations, les postes électriques seront également inondés et vous ne pourrez pas, vous serez obligé de couper l'alimentation électrique au foyer. Aujourd'hui, en fait, les postes, généralement, ils sont très bien protégés. Nous les obstruons. Il n'y a que des câbles qui rentrent là-dedans. Mais quand l'eau déborde et va jusqu'à un certain niveau, à certaines hauteurs, malheureusement, on est obligé de les couper. Mais nous avons des dispositifs permettant d'évacuer l'eau assez rapidement et de remettre l'énergie. Ici, ce qui se passe, c'est que le grand poste qui est au poste de Han, malheureusement, qui a reçu beaucoup de quantité d'eau, ne permet plus d'assurer une redondance entre les circuits. Donc ceux qui quittent, vous avez un circuit qui quitte Han, qui va à l'aéroport. Malheureusement, une fois que Han n'est plus disponible, si vous avez un problème, vous ne pouvez plus revenir. Vous ne pouvez que l'alimenter depuis l'aéroport. Et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand même, il y a eu beaucoup de pluie au Sénégal, à Dakar. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, notre principal poste, qui est HS, nous en fait, limite les possibilités de reprise des secteurs. Mais les équipes sont en train de trouver d'autres solutions pour reboucler encore les départs. Aujourd'hui, normalement, ces 4 zones qui sont fortement touchées sont en train d'être bouclées sur d'autres circuits pour permettre en fait l'alimentation de ces clients-là.
Voilà. Alors, sur le net, j'ai vu que de nombreux usagers se plaignaient du manque d'informations, c'est-à-dire qu'ils appellent sur le serveur, ils n'ont personne au bout du fil. On les comprend aussi, lorsqu'on vit des situations aussi pénibles, on a besoin d'être rassuré, d'avoir de l'assistance, de savoir quand est-ce le retour à la normale va s'effectuer. Pourquoi ils n'arrivent pas à joindre vos collègues pour les informations? Nous avons un centre d'appel. Malheureusement, quand il pleut à Dakar, il y a des gens qui ont des coupures et tout le monde appelle en même temps. Donc le flux d'appels ne permet pas de recevoir tout le monde. Donc certains sont reçus, mais on essaie quand même après de rappeler l'ensemble de ces clients-là. Ils sont rappelés ensuite pour savoir un peu la nature de l'appel manqué et on les prend en charge. Souvent, on n'a pas de réponse immédiate, donc les opérateurs n'ont pas de réponse immédiate. Il faut qu'ils reviennent vers les techniciens et on leur donne après la réponse. Malheureusement, on ne peut pas les rappeler tous pour leur expliquer ce qui se passe. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi la direction générale nous a demandé de parler à la télévision, d'expliquer dans les radios, sur les réseaux, ce qui se passe réellement. Et on essaie tant bien que mal d'expliquer aux populations. Alors, ce qui pourrait rassurer et vous réconcilier avec vos usagers, c'est de se rendre compte, in fine, qu'avoir été privé d'électricité pendant 24 ou 48 heures aura au moins allégé leurs factures. Alors, est-ce que vous nous promettez aujourd'hui que nos factures seront allégées? Je pourrais pas vous dire quelque chose par rapport à ça, mais de toutes les façons, vous ne payez que ce que vous consommez, et si vous ne consommez pas beaucoup d'énergie, en principe, vous n'aurez pas une facture élevée. Le retour à la normale est prévu pour quand? Aujourd'hui, en tout cas, sur ces 4 zones-là, principalement, qui étaient les plus touchées, on espère d'ici minuit les remettre. Les équipes sont sur le terrain depuis ce matin. Pour les autres sites, les équipes ne rentrent pas chez elles, elles restent sur le réseau, elles sont disponibles H24 et elles interviennent à chaque fois depuis le centre de conduite qui les organise, qui les dirige sur les points où il y a des points critiques. Et ils interviennent toute la nuit, depuis hier, aujourd'hui, demain, et on sera toujours présent pour la population. Merci beaucoup, Monsieur Kane. Merci à vous aussi, Monsieur Kawar, d'avoir été nos invités pour ce journal de 20h. Nous allons tout de suite ensemble aborder l'actualité politique avec le bourrage des urnes dans les départements du nord du pays. Farba Ngom sort ses griffes et s'en prend au leader de Yewwi Askan Wi. En conférence de presse devant une file de militants, le député maire de Agnam dément et invite le ministre de l'Intérieur à réorganiser le scrutin s'il le veut, dès dimanche prochain pour justement démontrer à l'opposition qu'elle serait encore perdante dans le bastion de Matam. Matam, c'est toujours Ali Bandagnan. C'est un Farba Ngom en verve qui a convoqué toute la presse régionale pour s'en prendre au leader de Yewwi Askan Wi. Dans la cour de l'hôtel de ville des Agnam, plein comme un œuf, le député maire des Agnam s'est dit indigné par le mépris de Ousmane Sonko envers le peuple du Fouta. Population du Sénégal, on le connaissait manipulateur certes, mais on le découvre sous son vrai visage. Comment osez-vous ambitionner de diriger le pays et avoir autant de mépris pour une partie de sa population? Donc, pour vous, les populations du Fouta sont des idiots. Monsieur Sonko, vous vous mentez à vous-même. Comment vous pouvez ambitionner de diriger un pays et en même temps d'insulter une partie de sa population, insulter son administration? Farba Ngom réserve une bonne partie de son speech pour retracer l'histoire des relations entre le Fouta et le président Macky Sall. Allez apprendre l'histoire et vous saurez que près de 80% des collectivités ont été remportées par la liste d'Akalgor. Et oui, monsieur Sonko, Matam n'a pas attendu que Macky vienne au pouvoir pour lui témoigner sa confiance. Depuis 13 ans, des populations qui habitent ici, dans les zones que vous insultez, votent Macky avec leur conscience. Sur les accusations de bourrage des urnes, le coordinateur départemental de Benno Bokk Yakaar Matam réagit. Lorsque vous affirmez que le Fouta, Matam, Podor, Kanel et Ranérou participent à un exercice de bourrage d'urnes, vous insultez les Sénégalais. Farba Ngom va jusqu'à proposer la reprise du scrutin dans tout le département de Matam avec un représentant de Yewwi Askan Wi dans l'ensemble des bureaux. J'adresse cette demande au ministre de l'Intérieur jeudi. Si la loi nous permet, jeudi, je demande que ce dimanche, qu'il va être réorganisé une élection départementale des législatives. Et on leur donnera en faveur, Yewwi Askan Wi lay wax, chacun des bureaux de vote dans ce département d'avoir un représentant, même s'il n'est pas électeur à Matam. On va les battre plus de 65 000 voix que nous avons. Le député maire des Agnam appelle les Sénégalais à plus de responsabilité.
Nous restons à Matam qui a enregistré une percée de l'opposition. Le responsable APR de la localité, Souleymane Barkaba, indexe le comportement de certains responsables sur la sortie des leaders de Yewwi Wallu sur l'électorat du Fouta. Eh bien, il trouve ridicule un tel comportement et rappelle qu'ils n'ont pas le temps de polémiquer. Le président du mouvement Matam Avant Tout, qui se félicite de la victoire de Benno à Matam, invite le président Macky Sall à prêter plus d'attention aux responsables politiques de cette localité. Je vous invite à le suivre, il est avec Al-Hassan Ba. La percée de l'opposition à Matam, plus de 700 voix, c'est pas négligeable. Ça s'explique aussi par le fait que malgré les multiples emplois que le président a eu à générer dans la capitale, les Matamas autochtones, c'est une réalité, n'ont pas eu à en bénéficier tellement. Donc il faut qu'ils revoient un peu ce que les hauts responsables sont en train de faire dans la région. Tu parles dans les services de Matam, tu verras peu de Matamois autochtones. Donc autant de choses qui font qu'il y a eu un gain de mécontentement, mais c'est toujours des gens quand même qui nous soutiennent, parce que j'ai eu à tenir beaucoup de rencontres personnellement avec eux pour les ramener à la raison. Et je l'ai réussi, parce qu'à 80%, sinon ça aurait pu être catastrophique. Aujourd'hui, nous sommes avec le président dans le temps de l'action. Permettre au président de continuer ces chantiers. Aujourd'hui, voler les élections, pour moi, c'est impossible. On peut gagner beaucoup de villes, peut-être que nous avons perdu de grandes villes, mais quand même, le Sénégal ne se limite pas à ces grandes villes. Dans le monde, il y a le monde rural, où les gens votent en masse. Ce n'est pas négligeable. Et parlant de l'opposition, justement, la grande coalition Wallu se félicite de la victoire de l'opposition. Pour ses membres. Eh bien, les voix des autres formations politiques, avec les voix des autres formations politiques, la majorité peut être acquise à l'Assemblée nationale. Désormais, le Benno Bokk Yakaar est minoritaire dans ce pays grâce à une ruse des leaders de Yewwi Askan Wi et Wallu qui ont cumulé leurs forces pour venir à bout de la coalition présidentielle. La coalition Wallu appelle donc Aar Sénégal, Bokk Gis Gis, Ligue et les serviteurs MPR à rejoindre le bloc de l'opposition pour apporter des changements dans ce pays. Les leaders de la grande coalition Wallu étaient face à la presse. Le compte rendu est signé par Farah Ning et Gervais Yao. La grande coalition Wallu-Sénégal obtient 24 sièges de députés. Face à la presse, l'organisation politique dirigée par Abdoulaye Wade donne son analyse des résultats des élections législatives. L'opposition est sortie victorieuse de ces élections. Nous avions demandé une majorité aux Sénégalais, les Sénégalais nous l'ont donnée. La coalition au pouvoir aujourd'hui n'a pas de majorité. Tout le monde l'a constaté, ils n'ont pas de majorité absolue. Ils ont peiné même à avoir les 82 voix qui leur sont accréditées. Ce qui aujourd'hui proclame incontestablement la victoire de l'opposition sénégalaise. Pour asseoir cette majorité au Parlement afin de mieux contrôler l'action du gouvernement, Wallu tend la main au reste de l'opposition, notamment Aar Sénégal, Bokk Gis Gis Ligue et les serviteurs MPR. Nous exaltons donc l'opposition à se renforcer, à renforcer son unité. C'est déjà acquis au niveau de l'intercoalition Wallu-Yewwi. Nous avons 3 autres coalitions qui sont victorieuses, qui ont des députés. Ces coalitions ont battu la campagne sur les mêmes thèmes que Wallu-Yewwi, sur les thèmes de rupture avec l'Assemblée nationale actuelle. Ils ont promis, comme nous, aux Sénégalais, les changements au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous les appelons à se constituer avec la grande majorité de Wallu-Yewwi, à aller ensemble. Ensemble, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale pour entonner, pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais. Les libéraux et leurs alliés qui ont obtenu 471 517 voix dénoncent par la même occasion des irrégularités dans l'organisation des élections. Vous le savez tous, les conditions dans lesquelles se sont passées ces élections, depuis les entraves, le fichier électoral, depuis les problèmes posés, par la confection, lors de la confection des listes, l'opposition n'a cessé d'avoir de grosses difficultés. Après la confection de nos listes, le pouvoir s'est évertué à les déstabiliser.
Les leaders de la coalition Wallou ont aussi salué la maturité des Sénégalais. À leurs yeux, les Sénégalais ont réglé la question du 3e mandat dans les urnes dimanche dernier. L'accord de paix signé entre l'État et le comité provisoire des ailes politiques unifiées du MFDC, vu par un journaliste et observateur de la crise en Casamance. Il s'agit d'Aliou Cissé qui pense que cet accord suscite espoir, mais doit dicter une certaine ligne de conduite. Le journaliste se dit par contre rassuré par le fait que cet accord soit parrainé par une partie tierce, en l'occurrence la Guinée-Bissau. Je propose de l'écouter dans ce reportage signé Lamine Ba. L'accord de paix signé à Bissau entre l'État et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes unifiées du MFDC est salué par le journaliste Aliou Cissé qui suit le conflit depuis plusieurs décennies pour avoir été le correspondant de plusieurs organes de presse dans le sud du pays. Un observateur averti, il estime que l'accord suscite espoir et prudence. Je pense qu'il faut saluer cet accord parce que tout acte allant dans le sens d'une paix définitive en Casamance doit être salué à sa juste valeur. Mais il faut, comme l'ont été les autres accords, le prendre avec beaucoup de responsabilité, mais également avec beaucoup d'espoir. Beaucoup de responsabilité parce que d'autres accords ont été signés, mais ce que je sache, tous les termes de l'accord n'ont pas été respecté et cela a abouti à ce que l'on sait aujourd'hui. Les signataires de cet accord doivent avoir à l'esprit qu'il faut prendre en compte les autres factions qui ne sont pas impliquées et qui peuvent d'une certaine manière manifester leur frustration, d'où l'urgence, selon lui, de privilégier une approche plus inclusive. Il faut que les accords, en tout cas cet accord-là, soit un premier pas et soit juste en tout cas un pan en attendant un autre accord avec une autre faction. Parce que l'accord il ne concerne que la partie de l'aile combattante, de l'aile du MFDC, favorable à César Atoute Badiate. L'on sait qu'auparavant, à chaque fois qu'il y avait un accord, il n'y a jamais eu un accord global qui a engagé toutes les parties. Mais à chaque fois qu'il y avait un accord, le lendemain ou bien le surlendemain, en tout cas les heures ou jours qui suivent, on a entendu des exactions. On espère que cette fois-ci, ça ne va pas être le cas. Même si Aliou Cissé trouve des raisons suffisantes d'être prudent avec l'avancée de Bissau, il est rassuré par le fait qu'elle soit parrainée par un pays directement concerné par la prise en Casamance. La différence entre cet accord de paix et les accords de paix qui l'ont précédé, c'est que ces accords-ci sont parrainés, en tout cas, ont porté le garant d'un pays tierce, c'est-à-dire le pays voisin que constitue la Guinée-Bissau. Le MFDC a toujours demandé à ce que les accords ne se signent pas au niveau, en tout cas, du territoire sénégalais, mais que les accords se signent à l'extérieur du pays, mais que ces accords soient garantis par ou bien la Guinée-Bissau ou alors les deux pays à la fois, la Gambie et la Guinée-Bissau, qui d'une façon ou d'une autre sont impliqués de plein pied dans ce conflit en Casamance, parce pour avoir servi les deux pays de base arrière donc au MFDC. Donc naturellement, le fait qu'ils soient des pays limitrophes, le fait également qu'ils aient habité des éléments du MFDC font d'eux des acteurs également dont il faut tenir compte dans tout processus de paix, dans tout accord de paix. L'acte posé par les acteurs directs du conflit sous la houlette du chef de l'État de Guinée-Bissau rassure en ce sens qu'il pose les jalons d'une paix solide qui se dessine, dira notre interlocuteur. Mais il suggère une synergie des efforts pour conclure à une paix définitive et durable en Casamance. Allez, à la une de l'actualité sportive, le basketball avec une entrée en lice réussie pour le Sénégal à l'Afrobasket 18 qui se tient présentement à Madagascar. Les Lionceaux s'imposent face aux Algériens sur le score de 76-59 et c'était lors de la première journée de la poule A. Le compte-rendu est signé Chersadi Boudjara. C'est à l'usure que le Sénégal vient à bout de l'Algérie dans le groupe A de l'Afrobasket U18 Madagascar 2022. Les Lionceaux, bousculés, remportent les deux premiers cartons, chaque fois de justesse, pour mener à la pause 40-36, grâce au meneur de jeu de Guédiawaye Basket Academy, Abdoulaye Diène. Porté par Ousmane Ndiaye, à droit à 3 points, les jeunes Sénégalais appuient sur l'accélérateur pour s'imposer de 12 points dans le troisième carton, remporté 23-11. Prenant ainsi le large, les Lionceaux gèrent la fin de la rencontre. Le Sénégal bat finalement l'Algérie 76-59
grâce surtout à Ousmane Diaye, 21 points, 6 rebonds, et Mohamed Faye, 16 points, 12 rebonds. Et félicitations à mes assistants, mes collaborateurs. Félicitations aussi à l'équipe adverse. Bon, vous savez, ce genre de match, d'abord, on allait vers un inconnu parce que nous ne connaissons pas l'équipe adverse. On n'a pas d'informations par rapport à eux. C'est pour ça, le premier carton, les deux premiers cartons, c'était du genre d'observation. Donc après, on a pu voir les éléments clés, les choses aussi, comment défendre sur tel jour. Après, au deuxième mi-temps, on a rectifié, on a dû sur notre jeu, on a fait des défenses très agressives sur le numéro 9 et sur le numéro 10. On a pris des rebonds et on est allé en contre-attaque et on a mis beaucoup de points quand même. C'est ça qui a été la clé du match. Les équipes sont venues avec des ambitions. Donc nous attendons à ce genre de match très très compliqué. Mais Dieu merci, on s'est réveillé à la deuxième mi-temps et on a gagné. Deuxième du groupe A derrière le pays hôte, Madagascar, à l'issue de la première journée. Le Sénégal va effectuer sa deuxième sortie ce dimanche à partir de 9h30 face au Bénin, atomisé lors de son entrée en lice, 41 à 102. Allez, nous quittons le basket pour le beach soccer. Le Sénégal va défendre son titre de champion d'Afrique à la CAN qui se déroulera au Mozambique. Les Lions ont décroché ce samedi leur 10e qualification en battant les Camerounais 7-3 lors de la manche retour du barrage des éliminatoires. À l'aller, ils étaient partis s'imposer 9-1 et la CAN de beach soccer Mozambique 2022 est prévue justement du 21 au 30 octobre prochain. Toujours foot, mais cette fois-ci pas de foot sur place, le football tout simplement, à l'instar de Sadio Mané, buteur avec le Bayern Munich lors de ses débuts en Bundesliga. Crépin Diatta, le milieu offensif de l'AS Monaco, réussit son retour en Ligue 1 après 9 mois d'absence à cause d'une rupture des ligaments croisés. L'international sénégalais a ouvert le score d'une superbe demi-volée lors de la victoire de son club devant Strasbourg, 2-1. Crépin Diatta, qui a manqué l'épopée victorieuse des Lions à la CAN 2022, compte rattraper le temps perdu pour participer à la prochaine Coupe du Monde et cela commence bien. Voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média et excellente soirée.